Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc en deuil après la catastrophe du séisme qui a frappé le pays, ou le centre du pays, vendredi soir. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Les Marocains du nord, du sud, de l'est ou encore de l'ouest, comme ceux d'ailleurs à l'étranger, sont endeuillés par ce qui est arrivé à leurs frères et sœurs dans cette région de l'Haouz, mais pas que. Mais les Marocains sont mobilisés comme jamais. Une abnégation et un dévouement des forces déployées qui forcent le respect et une solidarité à l'épreuve qui prouve à nouveau l'unicité des Marocains face à l'adversité. 3 jours après le drame qui a déjà coûté la vie à près de 3000 personnes et blessé autant, 3 jours après, tous les moyens sont mis en œuvre pour tenter de sauver ce qui peut encore être sauvé. Le Maroc n'est pas seul. Des équipes de sauvetage espagnoles, britanniques, qataris et émiratis joignent leurs efforts à ceux de leurs homologues marocaines pour faire face à l'urgence. L'urgence de venir en aide à des populations meurtries, des pertes humaines et des humains qui ont tout perdu sous les décombres. L'ampleur des dégâts fait froid dans le dos et l'enjeu majeur est de s'assurer que toute aide aux populations sinistrées, qu'elles soient nationales ou internationales, soit bien organisée et bien articulée afin qu'elle soit efficace, efficiente et qu'on ne tombe pas dans les scénarios de cafouillage. Pour les secouristes et déblayeurs, c'est la course contre la montre. Nous allons joindre sur place par ailleurs 2 associations qui s'affairent pour acheminer les nombreuses aides récoltées vers les villages meurtris. De manière parallèle, un fonds spécial a été créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour canaliser les contributions volontaires et coordonner les efforts de réhabilitation, de reconstruction dans les zones affectées. Et on le sait, vous le savez, toute contribution, aussi petite soit-elle, est nécessaire et vitale. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous tous. Veuillez noter la procédure pour les personnes résidant au Maroc. Elles peuvent effectuer un virement bancaire en utilisant les détails que vous allez voir sur l'écran. Que vous voyez donc ces détails bancaires pour les comptes pour les résidents au Maroc et également pour les contributions depuis l'étranger. Il y a également des coordonnées bancaires qui sont aussi disponibles, qu'on va bien sûr projeter dans quelques instants. L'émotion nous prend tous. Il est très très difficile, nous vivons vraiment des moments très difficiles au Maroc. Bref, donc nous consacrons cette émission ce soir pour parler d'abord du factuel, de l'évolution, des recherches, des déblaiements, des aides, comment elles sont acheminées, des routes qu'on essaye de déblayer pour pouvoir justement acheminer les aides vers les populations sinistrées. Pour l'émission de ce soir, j'accueille le colonel Hassan Saoud, que vous connaissez en tant qu'expert en sécurité, en stratégie, et qui est de fait aussi un expert en gestion de crise, d'ailleurs diplômé dans ce sens avec plusieurs certifications internationales. Colonel Saoud, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Marhaba. Nous avons également avec nous un urgentiste spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe. Il est urgentiste à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa, professeur Mostafa Noussair. Bonsoir, professeur Noussair. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Se joint à nous par Zoom depuis Marrakech la présidente de l'association El Baraka Angels. Elle est avec nous par téléphone parce qu'elle est justement en mouvement. Selwazine, bonsoir. Et merci de prendre un moment pour répondre à nos questions. Bonsoir, merci à vous. Nous avons également avec nous la représentante et les présidents d'une autre association qui s'active sur le terrain. Il s'agit de l'association Joud. Hind Laïdi, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous aussi d'être avec nous ce soir et de répondre à nos questions. Alors, comment se passe la récolte de dons? Juste magnifique. Un mouvement solidaire. C'est un raz-de-marée humain solidaire. C'est vraiment le terme. C'est vraiment le terme. Alors, on l'a vu, beaucoup d'équipes ont été déployées sur le terrain, colonel Saoud. On l'a vu sur les images. Ils essayent tant bien que mal de dégager tous ces débris-là. Juste pour que vous nous rapprochiez davantage, vous qui êtes qui étiez dans une vie antérieure, un homme du terrain, quels sont les dispositifs qui sont prévus dans ce genre de situation
on parle d'une approche conforme aux standards internationaux en pareilles circonstances. Quels sont ces standards? Permettez-moi d'abord, madame, d'exprimer ma compassion et mon empathie à l'endroit de tous ces sinistrés et de présenter les condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un des leurs. Le souhait également pour ceux qui sont blessés d'un rétablissement urgent, et Inch'Allah. Et j'en profite évidemment pour exprimer ma fierté concernant ce qui s'est fait par les autorités sur le terrain, par les services de sécurité, par les départements techniques, par les élus et par cette population généreuse qui n'a pas hésité à apporter son soutien dans cette tragédie. Je pense que dans un mode dégradé, ici les responsables travaillent dans ce qu'on appelle le mode dégradé. Le tremblement de terre, comme toutes les catastrophes, ont un effet immédiat, c'est la déstructuration. Je rappelle que ce tremblement de terre n'a pas choisi des gens. Même les services publics sont touchés. On l'oublie. Et on l'oublie souvent. Quand on parle, quand on en veut à certaines personnalités du village, du douar, quand on voit des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, on ne trouve pas le qaïd ou el mqaddam. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils ont également... ils ont été touchés de plein fouet en même titre que les autres. Par le séisme. Évidemment, voilà. les agents d'autorité, les gendarmes, les policiers, les mokhazni, les élus qui sont censés... Mais il faut le dire, ils ont eu cette résilience incroyable. Ceux qui restent parmi ces agents locaux ont dépassé ce choc traumatique pour se remettre au travail parce qu'on leur a appris à rebondir et à travailler dans une situation dégradée. Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, dans une gestion comme ça, il y a les urgences. Quelles sont les urgences? Évidemment, dans les décombres, il faut essayer de trouver des survivants. Peut-être que le médecin en parlera mieux que moi. Il faut ouvrir les axes, l'accessibilité. Nous sommes dans une zone montagneuse où il y a une dispersion des habitations qui complique le travail. Il y a aussi les soins à apporter. Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce que ces forces de l'ordre et tous ces secouristes qui sont sur le terrain aujourd'hui, est-ce qu'ils ont reçu une formation chez nous, au Maroc ou ailleurs? Est-ce qu'ils sont formés pour gérer, pas les catastrophes sont diverses et variées, mais on parle ici de séisme. On a eu bien sûr la malheureuse et malencontreuse expérience avec le séisme de l'Hoceima. Mais on voudrait savoir, est-ce qu'ils sont préparés à cela, colonel Saoud? Tous les services de sécurité, dans leur cursus de formation, apprennent aux futurs acteurs du terrain à travailler en mode dégradé, c'est-à-dire dans une situation de crise, quelle qu'elle soit. C'est la nature de la crise qui change. Les modes sont pareils. Et puis, on leur donne une formation psychologique, d'endurance psychologique pour... même quand ils sont concernés, puissent rebondir. Et ça, c'est très important. On oublie souvent qu'en pareil cas, le tremblement n'a pas choisi la population uniquement. Tout le monde est dans le même cas, sauf que ceux qui ont des responsabilités régaliennes sont évidemment rebondissent plus rapidement parce qu'ils sont formés pour ça, des simulations continues, pour essayer de faire face à toutes les urgences et à l'imprévisibilité et à l'imprévision. Et nous sommes dans ce pareil cas maintenant. Alors, justement, pendant les opérations, quelle organisation, comment sont organisées toutes ces forces vives, d'ailleurs, du royaume? C'est une question très importante. Le Maroc est un État constitué. Il y a dans cette organisation... Et depuis la réforme constitutionnelle de 2011, il y a l'État central, il y a l'État, mais l'État repose sur deux piliers. La déconcentration et la décentralisation. La déconcentration des services que vous voyez là, au niveau des régions, sur les territoires, il y a cette déconcentration des ressources humaines, des moyens financiers et évidemment des équipements. Et il y a la décentralisation sur les entités élues.
le conseil régional, le conseil provincial et la commune. Tout ceci, tous ces dispositifs-là, parce qu'il ne faut pas croire que le Maroc est un État vertical, comme pas mal de gens qui ne connaissent pas ce pays le pensent. Il y a une organisation et les territoires travaillent dans une complémentarité des compétences et d'une synergie des moyens. Et les cellules de crise, dont l'interministérialité existe ici parce que nous sommes à un échelon stratégique, le global et évidemment la doctrine et la capacité de renforcer l'échelon territorial en cas de besoin par des moyens qu'ils n'ont pas. Mais il y a, dans chaque territoire, notamment dans les régions, les provinces, il y a toute une chaîne de sécurité où il y a aussi les départements techniques, les travaux publics, la santé, etc. Et selon le type de crise, on a des acteurs qui changent. Mais ici, c'est cette organisation qui a permis de gagner et du temps. Vous faites bien de le dire. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je veux dire, nous sommes vraiment ici pour donner l'information, la vraie, loin de toute démagogie, en toute objectivité. Qu'est-ce qui vous fait dire que, justement, ces forces-là n'ont pas perdu de temps, comme cela a été, d'ailleurs, qui ont été pointées du doigt par certaines... nous ne sommes pas là pour vraiment... pour la polémique, hein, n'est-ce pas? Mais nous sommes là vraiment pour donner des faits. Est-ce qu'ils ont tardé à agir? Sinon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais vous dire, le soir même, il y a la gestion, il y a la cellule de crise interministérielle qui s'est réunie. Et parallèlement, je rappelle que c'est automatique. On n'a pas besoin d'ordre. Les cellules de crise sont automatiquement déclenchées en cas de crise dès l'alerte. Même si on ne communique pas dessus, même si on ne dit pas aux populations, écoutez, il y a une cellule de crise qui, en ce moment même, qui se réunit en ce moment même. Madame, l'information a été donnée, automatiquement les mécanismes se mettent en place parce qu'ils existent. Il y a une doctrine, il y a des institutions, il y a des instruments et il y a des mécanismes. Donc, c'est, dans les wilayas, dans les provinces concernées et dans le voisinage, tout le monde s'est réuni pour dire voilà comment on fait, faisons le point, faisons l'état des lieux et apportant les solutions d'urgence dont vous avez parlé. Et évidemment, c'est la protection des personnes et des biens, la santé, le secours, parce que c'est très important. Et le Maroc, sans chauvinisme aucun, sait faire. Il a un savoir-faire. On a géré beaucoup de crises. Si je vous en cite, on a fait des tremblements de terre, des pollutions maritimes, on a fait El Hoceima, on a fait la Covid, on a fait même de la fièvre afteuse, on a fait de la peste équine. Donc, il y a un background dans ce pays et ces institutions que vous voyez au travail savent faire. Bon, il y a ceux qui gèrent les crises, il y a ceux qui gèrent la parole, et entre les deux, il y a un grand fossé. C'est sûr. Nous sommes ici justement pas pour la parole, mais vraiment pour parler de cette crise, parce qu'avant tout, c'est une crise humaine et humanitaire. Alors, en parlant d'humanitaire, on a parlé un peu de ces standards internationaux de gestion de crise. Quid du volet médical, professeur Nossaï? Je rappelle que vous êtes urgentiste, et donc votre spécialité un peu, c'est la médecine de crise, de gestion de crise et de catastrophe. Oui. Merci. Déjà, en premier lieu, mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche dans cette catastrophe. Mes meilleurs sentiments de rétablissement pour tous ceux qui sont encore en vie, qui doivent guérir et tout ça. La situation, ce qu'il faudrait comprendre, dans la catastrophe, tout est organisé. Hein, au préalable, tout est organisé. Et tous les intervenants, parce que c'est des intervenants multiples, à chacun son rôle dans la gestion de la crise. Tous, comme a dit le colonel, tous, ils ont dans leur cursus de formation une formation et tout ça. Donc, ce qui manquerait un peu, je pense, moi, c'est des exercices de simulation et les exercices de simulation doivent regrouper l'ensemble des intervenants pour qu'ils puissent travailler et que tout un chacun sache son rôle
dans le cadre de la catastrophe. Ça, probablement, ça serait du bien. Bon, on devrait peut-être, à l'avenir, concerter davantage les actions de chaque département. Ils sont importants, ces exercices de simulation. On simule une grande catastrophe, des inondations ou bien un tremblement de terre d'une grande ampleur et tout ça, et on fait intervenir tout le monde, etc., pour que chacun puisse jouer son rôle correctement et comprendre le rôle de l'autre. Ceci permettra dans la gestion de la catastrophe réelle pour qu'il n'y ait pas de cafouillage, qu'il n'y ait pas et qu'il y ait une symbiose et une coordination dans le travail. Parce que c'est ça l'objectif de apporter secours, c'est qu'il y ait une organisation. En parlant de porter secours, si on le souhaite, Inch'Allah, on garde espoir qu'il y ait des survivants, qu'on retrouve des corps animés et pas que des cadavres. Admettons que justement ce corps est sorti sous les décombres. Quelle est la procédure d'urgence à adopter, qui est adoptée par ces forces qui sont sur le terrain? Oui, justement, madame, pour comprendre comment ça se passe au niveau sur le terrain, moi je vous dis sur le terrain, comment ça devrait se passer et comment ça se passe. Bon, il y a des équipes qui s'occupent justement de déblayement et de chercher les victimes qui sont encore vivantes et tout ça. Et après, c'est là où vient le rôle des médecins urgentistes et des médecins qui sont sur le lieu également. Derrière les gens qui enlèvent les il y a des médecins présents. Oui, d'accord. Et c'est là où le malade est évalué, c'est là où les premiers secours sont donnés et ils sont évacués vers ce qu'on appelle un PMA, le poste médical avancé. Généralement, le poste médical avancé, il est mitoyen et sécurisé, dans un endroit sécurisé et mitoyen de l'endroit du sinistre. Donc, c'est ce que font nos forces armées royales. C'est ce que font les forces armées royales et c'est le principe de gestion des catastrophes. Il est comme ça. Dans le PMA, donc il est évalué, les premiers secours sont donnés, d'accord. Et après, il y a une chaîne d'évacuation vers les structures hospitalières. Et c'est ce qu'on appelle la grande noria. La petite noria, c'est du lieu, on ramasse les victimes du lieu du sinistre et on les achemine vers le PMA. L'acheminement vers ce poste médical avancé est justement un passage obligatoire. Exact. Voilà, ça c'est la chaîne théorique. Mais normalement, c'est ce qui fait, et dans les forces armées royales, nous avons eu l'habitude et les expériences et tout ça, c'est ce qui se fait. Bon, maintenant, ce contexte théorique et ce contexte pour l'appliquer sur le terrain pratique est un peu difficile. Justement, je veux vous demander, qu'est-ce qui rend cette crise en particulier compliquée? Colonel Saoud a parlé tout à l'heure de plusieurs endroits en même temps qui sont touchés. C'est ce qui rend finalement même le transport de ces victimes de ce point de sinistre vers un hôpital ou les dispensaires ont été également touchés, parce que ils vont pas échapper au sinistre. Oui, justement, parce qu'il y a plusieurs points. Donc, il y a l'organisation qui est faite comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs intervenants. Vous avez la santé publique, vous avez les sapeurs-pompiers, vous avez les autorités locales, vous avez l'armée. Chacun s'occupe d'un endroit et on essaie d'apporter du mieux qu'on puisse faire. D'accord ? Ce qu'il faudrait comprendre que dans des situations pareilles, tout le monde voudrait bien faire. En fonction de sa spécialité, tout le monde a le sentiment de vouloir bien faire. C'est un sentiment de patriotisme, c'est un sentiment humain, c'est un sentiment qui regroupe tout le monde devant une catastrophe. D'accord ? Dans la catastrophe, quand tu vois la catastrophe, même si tu ne sais rien faire, tu essaies de rendre service. Donc, dans ce sens, c'est un problème d'organisation. Et quand vous dites c'est un problème d'organisation, est-ce que ça manque de communication? Parce que ce mot de communication est beaucoup ressorti depuis ce séisme. Vous savez, madame, la communication est très importante. Dans la gestion des catastrophes, la communication est très importante. Et les informations, à partir du terrain, doivent toujours rapidement remonter vers les décideurs et vers la cellule pour qu'on puisse apporter les moyens qu'il faut. D'accord ? Parce que vous savez, quand vous envoyez des équipes sur place et tout ça, il y a toute une logistique derrière pour les maintenir sur place, pour leur apporter le matériel nécessaire, pour les soutenir, pour les héberger, pour leur garder le moral et tout ça, pour les reposer quand il faut les reposer, pour les échanger quand il faut. Voilà, il y a toute une logistique derrière. Et il y a tout un travail derrière qui est fait derrière les équipes qui sont sur place. Voilà ce qu'il faut comprendre.
Un mot sur cela, justement, colonel. Pour vous dire un peu dans le domaine de justement cette médecine d'urgence, c'est un peu les urgences qui sortent sur le terrain. C'est un peu la médecine préhospitalière, comme on l'a fait, mais qui est là dédiée à une catastrophe. Donc c'est l'hôpital qui, quelque part, sort vers le terrain, vers les victimes et tout ça, pour les prendre en charge et apporter les meilleurs secours dès le départ. Pour les zones difficilement accessibles, les moyens aériens ont été employés. Est-ce qu'ils sont suffisants, colonel Saoud? Est-ce qu'on a assez d'hélicoptères? Il y en a beaucoup. Et pour une catastrophe comme celle-là, je pense que plus on multiplie les rotations, plus on supplée s'il y a insuffisance. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour les civils, pour les non-militaires, les rotations, c'est-à-dire? Parce qu'on amène les malades, les blessés graves, on les dépose et on revient. On fait plusieurs rotations, c'est-à-dire des allers-retours. C'est ça qui comblerait. Mais il y a des moyens, et c'est des hélicoptères sanitaires, avec des équipes médicalisées qui sont là. Vous savez, nos forces armées royales ont accumulé une expérience extraordinaire dans ce domaine. La gendarmerie a mis tous ses moyens aériens à la disposition de cette crise-là. Et je pense que c'est un exercice important, mais encore une fois, les gens sont formés et même des simulations sont faites, des simulations intégrées sont faites parce qu'on sait que les crises, c'est l'avenir. Les crises, ils sont là et puis... Ils ne sont pas à l'abri de n'importe quelle catastrophe. N'importe quelle crise. Et puis les crises, c'est ce qu'on ne voit pas. Il nous surprend. Qui a prévu ça, à part certains géographes qui ont parlé depuis longtemps. Mais là, ça nous arrive droit. On la gère comme on peut, mais je peux vous dire qu'il y a une rationalisation du travail dans les secours et dans ce travail intégré qu'il faut saluer. On parle de travail intégré, bien sûr qu'on salue. Je pense que même pendant la Covid, quand on applaudissait le corps médical, je pense qu'il y a une action peut-être à mener dans l'avenir pour ces forces qui sont déployées sur le terrain. Mais en tout cas, colonel Saoud, quand on entend qu'il y a de l'aide internationale qui vient en renfort, que signifie cela? Comment coordonner? Déjà, on parle de coordination entre les différents corps qui sont déployés, mais s'il y a encore en plus des forces étrangères, et en quoi peuvent-elles aider? En général, dans chaque calamité, il y a un élan international qui se fait. Et en l'espèce, jusqu'à présent, plus de 60 pays. 60 pays qui ont proposé leur aide au Maroc, tout à fait. Une fois que j'ai dit ça, il y a toute une organisation logistique à faire. Je vous signale qu'en période de crise comme celle-là, l'organisation joue un rôle très important. C'est en période de crise qu'on doit être beaucoup plus organisé qu'en période normale. Alors, il faut savoir d'où ça vient. On a fait l'identification des besoins, où ça doit aller, où ça doit atterrir, où ça doit... Il se trouve que, heureusement, le Maroc a une infrastructure aéroportuaire du premier plan. Concrètement, sur la zone du sinistre, il y a l'aéroport d'Agadir, il y a celui de Marrakech, il y a celui de Beni Mellal, il y a celui de Ouarzazate. Donc, sur le plan infrastructurel, il y a ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut coordonner. Vous savez, comme on dit, même les désordres doivent s'organiser. Et c'est ça, le Maroc n'a jamais refusé d'aide, ne la refuse pas, mais il faut l'organiser pour... Qu'est-ce qu'on entend par organiser l'aide, justement? Qu'est-ce qu'on entend par organiser les besoins? Parce qu'il y a eu ce communiqué hier du ministère de l'Intérieur qui précise quel est, si vous voulez, un peu le process qui est suivi avant d'ouvrir un peu les portes pour recevoir ces aides-là. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Ceux qui nous reprochent en ce moment d'avoir retardé en 2004, et je m'en souviens... Lors du séisme d'El Hoceima qui avait fait beaucoup moins de victimes. Ils nous ont reproché le cafouillage.
C'était écrit dans une presse comme celle-là. La même. Les mêmes, voilà. Et le Maroc a eu un retour d'expérience. Et il faut désengorger, il faut faciliter la fluidité de l'arrivée de toutes les aides selon les besoins en sécurité dans les lieux où ils doivent aller. C'est toute une organisation logistique et je vous promets, les forces armées royales savent faire. Et donc, bienvenue, mais il faut qu'il y ait un calendrier et un échéancier d'arrivée de l'aide et savoir à l'avance où il doit atterrir, où il doit aller. C'est toute une... Ils le savent, c'est-à-dire que quand ces renforts, appelons-les ainsi, quand ces renforts arrivent, est-ce qu'ils sont briefés? Ils savent qu'en sortant un sinistré, une victime atteinte, ils connaissent le process, comme celui que vient d'expliquer le professeur Nusayr. C'est tout un travail de planification en amont. Très bien. Et c'est ça qu'on ignore chez certains, qu'il y a tout un travail de planification pour essayer de voir l'aide internationale, au moins, là où elle atterrit, là où elle va, par quel itinéraire. Et c'est tout un travail immense. Mais maintenant, on peut assurer la fluidité de l'aide internationale. Et encore, pas tous les villages sont accessibles. Oui, les moyens aériens permettent de résorber cette difficulté. Très bien. Professeur Nusayr. Alors, il y a un truc qu'il faudrait toujours mettre à l'évidence. La catastrophe, le tremblement de terre a eu lieu à 11h. 23h, 23h et quelques. Donc déjà, il y a les secours locaux qui sont sur place qui se sont déclenchés. Même s'ils sont touchés eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Et juste au lendemain matin... On parle de la protection civile, on parle des pompiers. Oui, les pompiers, en local et tout. Tout le monde a été mobilisé immédiatement pour aller faire un tour d'inspection et voir et évaluer les dégâts. Et dans la nuitée de ce séisme, au lendemain matin, vous avez une bonne partie des secours nationaux et des moyens nationaux qui se sont déjà acheminés, qui sont déjà sur place. Donc retard, je ne pense pas. Il faut signaler qu'il y a des morts. Voilà. Et des blessés graves parmi ces agents-là locaux. Absolument. Oui. Il y a des décès. Il y en a un au moins, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Dans la gendarmerie, il y en a pas mal. Voilà. Dans les forces auxiliaires, dans les élus, il y a des morts. Maintenant, la grande problématique qu'il y avait, c'est l'accès. Quand tu as des routes qui sont bloquées et tout par le séisme et tout, l'accès n'est pas facile. Donc il va falloir ouvrir la route pour que les gens puissent accéder. C'est pour ça qu'on a vu un peu dans les réseaux sociaux, c'est dans des villages, des douars et tout ça, les gens se plaignent, il y a eu un retard de secours, ils ne sont pas arrivés à temps. Juste pour qu'on ait une idée, il y a un collectif qui a travaillé un peu, ce sont des ingénieurs qui ont travaillé sur une carte qui représente un peu tous les points à travers lesquels ils ont reçu des appels de sinistres, comme on peut le voir, si on peut avoir peut-être en plein écran. Voilà, là c'est l'épicentre et vraiment on voit tous ces petits points rouges vraiment, c'est un travail de fourmi, c'est un travail exceptionnel qui a été fait par des ingénieurs marocains. Et là, on voit l'étendue des dégâts. C'est-à-dire, tous les petits points, ce ne sont pas des villages, colonel Saoud. C'est-à-dire que des fois, parfois, ce sont des agglomérations de maisons. Des maisons, un groupe de maisons, des petits hameaux. Oui. Alors, et vous voyez comment la géographie est, c'est difficile d'accès. Est-ce que c'est à cause des routes? Non. Parce que ça a été pointé du doigt par certains. On veut vraiment mettre la lumière sur tout. On essaye, en tout cas dans cette émission, en toute objectivité, encore une fois, et loin de tout chauvinisme ou de démagogie. Est-ce que c'est à cause de l'état des routes? Il y a l'état des routes, vous savez, on n'a que les routes dont on a la possibilité. On ne peut pas faire des autoroutes quand même. Et l'État fait ce qu'il peut. Mais ce tremblement a accentué le problème parce que les routes ont été bloquées par des rochers sur l'État. Il a fallu que les travaux publics, qu'il faut saluer aussi, viennent pour dégager. Parce que une aide qui arrive et qui est bloquée dans la route, vous n'avez rien fait. Très bien. Alors, en parlant d'aide, l'élan de solidarité nationale est juste exceptionnel. Il a été applaudi de par le monde. Il a ému beaucoup.
On a vu des personnes, des enfants, des personnes âgées. Enfin, bref, c'est-à-dire que l'élan de solidarité qui a été, encore une fois, montré par cette population marocaine est juste inouï. Nous avons avec nous 2 associations que j'ai présentées un peu plus tôt, El Baraka Angels et l'association Jout. Selouazine, vous êtes avec nous par téléphone. Un mot sur la collecte, d'abord, la collecte, comment elle s'est faite, et puis aussi sur la distribution, comment vous vous organisez pour la distribution. Alors, on va commencer par la collecte. Elle est en train de se faire comme une lettre à la poste. J'ai mis un post sur Instagram et sur Facebook samedi matin. Oui. Dimanche soir, on avait 5 dépôts de plein. On n'arrivait même plus à circuler entre les dons, ni même plus à les dispatcher. Très bien. Un élan de solidarité juste magnifique. C'est vraiment... C'est du jamais vu, hein, de l'histoire de votre association El Baraka Angels. On sait que vous travaillez beaucoup, et notamment avec les populations des zones montagnardes, notamment pendant l'hiver et autres saisons un peu difficiles pour ces populations rurales. C'est du jamais vu. L'ampleur de la mobilisation. Oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et on a toutes les catégories de personnes qui donnent. On a des gens qui ont fait des trajets en bus de 2 heures pour venir nous apporter des dons, alors que sûrement quelque part, ils ont eux aussi besoin de ces dons. Oui. C'est émouvant, en effet. Oui, alors, c'est émouvant. Donc, est-ce que vous avez pu réunir tout ce dont ces populations ont besoin maintenant? Est-ce que les besoins ont été identifiés en amont? Oui, les besoins ont été identifiés en amont, bien sûr, mais vous savez, quand vous avez une collecte, des fois vous avez des choses qui arrivent plus que d'autres. Donc, pour le moment, on a 7 camions qui sont arrivés sur Marrakech pour être distribués dans le house demain. On espère au retour faire 7 autres pour Taoudant et continuer ainsi de suite. Je vais vous dire, pour hier, on a mis un post, on a dit aux gens, venez nous donner vos dons, on est sur Hayriyad. On avait au moins 1000 personnes, on a bloqué 3 rues. 3 rues. Oui. On aurait dit qu'on était à la place Jem El Fna avec un événement où là, c'était incroyable, incroyable. Et puis les gens apportaient les dons et ne voulaient plus repartir. Ils voulaient aider. Il y a des gens qui sont arrivés à 10h du matin, ils sont repartis à minuit. Oui. C'est vraiment unique aux Marocains, hein, cela dit. Oui, et unique, ça a été soulevé par plusieurs... C'est une solidarité qu'on ne voit nulle part ailleurs. D'accord. Alors, cela étant dit, on essaye de joindre la présidente de l'association Jout qui était avec nous. Est-ce qu'elle est toujours connectée? Bon, visiblement, on a perdu le contact ou elle s'est déconnectée. En tout cas, Selouazine, si vous le permettez... Oui. On parle depuis tout à l'heure de coordination, d'organisation. Comment vous vous organisez au sein d'El Baraka Angels? Par exemple, il y a une association qui s'est vraiment déployée dès les premières heures, j'ai envie de dire, et qui a commencé à appeler aux dons. C'est la Banque alimentaire, et c'est aux côtés de votre association et de quelques-unes qui a commencé à s'activer un peu sur les réseaux sociaux, à collecter des dons, notamment en argent. Il y a beaucoup d'associations. Comment coordonner le travail de toutes ces associations? Comment faites-vous pour acheminer ces aides sans pour autant bloquer peut-être les sauveteurs? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Si oui, laquelle? Je pense que les procédures sont très souples en ce moment parce qu'il y a des familles qui vont elles-mêmes sur le terrain avec des dons et qui distribuent. Mais nous, El Baraka Angels, on passe toujours par les autorités parce que d'abord, on veut aller dans une zone où on ne créera pas de problème, où on pourra vraiment aider les gens, où d'autres associations ne sont pas passées pour ne pas faire un double emploi dans la foulée et qu'une autre zone ne soit pas desservie. Et comment vous ciblez les zones justement que vous desservissez? Parce qu'on voit des vidéos sur les réseaux sociaux que des villages n'ont rien reçu à ce jour. Parce qu'ils ne sont toujours pas accessibles. Très bien. Il n'y a pas de route pour y passer, c'est ça le problème. Il n'y a aucune route pour y passer.
Alors, et pour la distribution, donc, vous faites un travail en amont de synchronisation des aides pour qu'il n'y ait pas doublon. Et vous travaillez avec les autorités locales? Oui, toujours, toujours. Qu'est-ce qui fait que le travail avec les autorités locales facilite justement votre action? Parce qu'encore une fois, certains se plaignent que les autorités locales freinent et handicapent leur action sociale. Non, c'est pas vrai. Les autorités locales sont là pour soutenir les associations. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de bousculade quand les autorités sont là. Voilà. Les gens prennent leurs dons à tour de rôle. Je parle de toute l'année. Je ne parle pas de ce cas-là. J'y serai demain. Mais par exemple, au début, on a ramené les dons. Aujourd'hui, on a ramené les dons en vrac. Ça veut dire qu'on a ramené de gros sachets de lentilles, etc. pour faciliter le travail parce qu'on était submergés. Mais en arrivant ici, les autorités nous ont dit non, c'est pas possible, il va falloir donner par famille, comme on a l'habitude de faire. Et là, on se retrouve sur Marrakech en train de chercher des bénévoles pour refaire tous les paquets cette nuit pour pouvoir distribuer demain. Est-ce que vous avez trouvé les bénévoles? On a fait un appel, on attend des réponses. Très bien. Et vous pouvez faire l'appel d'ailleurs à travers cette antenne voilà, aussi. S'il y a des Marrakechis qui nous écoutent, ils peuvent nous envoyer un message sur Instagram, on a besoin de bras. Exact. Qu'en est-il? Vous restez avec nous, Selwazine, nous allons revenir vers vous. Mais qu'en est-il justement de ces installations qui ont été mises en place pour accueillir les gens qui se sont retrouvés sans toit? En 40 secondes ou 50 secondes qu'a duré ce séisme, ils ont tout perdu, colonel Saoud. Ça fait partie des urgences et ça a été dit dans la réunion présidée par Sa Majesté le Roi. L'abri, il faut assurer les abris provisoires en attendant évidemment la reconstruction. Je pense que c'est en train d'être fait. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est les équipes sociales des forces armées et les équipes d'assistance psychologique qui sont très importantes dans de pareils cas. Et ils sont déjà à l'œuvre. Et ça, il faut le saluer parce qu'il y a des traumatismes. Ceux qui ont perdu un enfant ou un enfant orphelin ou une veuve, ils ont besoin, parallèlement à toute cette aide, quand on voit ce qui est fait là, nous sommes en train d'assister à des abris, des tentes pour essayer d'abriter ceux qui sont sans logement. Je pense que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Et au fur du temps, on va essayer, comme dans toutes les crises surmontées, à revenir à une situation au moins acceptable. Oui. Et c'est ça le but de l'exercice. Les tentes sont déjà en train d'être installées un peu partout dans les zones sinistrées. Est-ce qu'on a assez? Bien sûr qu'on a assez. On a assez pour installer ces gens-là et pour une période, avec bien sûr les installations sanitaires qu'il faut et tout. On connaît l'expérience des forces armées royales, des hôpitaux de campagne qui ont été dressés, d'ailleurs au Maroc comme ailleurs, hein, en Afrique et dans d'autres pays. En Turquie, ça a été pareil. Il faut se préparer aux difficultés de l'hiver. Justement, ça venait dans mes questions. Là, on est aux portes de l'hiver. Et je pense que ce sont des éléments qui font partie de cette planification dont j'ai parlé. C'est-à-dire ces gens-là, en d'autres termes, avec l'hiver qui arrive, on connaît l'hiver dur dans les montagnes de l'Atlas, du Haut-Atlas. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas rester des mois sous ces tentes. Il faut bien les reloger avant que l'hiver n'arrive. Ce que vous dites, colonel Saoud, de par votre expérience, c'est que c'est déjà prévu. On sait que ces personnes vont être relogées, peut-être même en attendant d'être relogées dans leur région. Exactement. Dans du dur, en fait. Bien sûr, mais il y a évidemment ce qu'on appelle la reconstruction. Et ça a été dit, et ça a été prescrit lors de la réunion avec Sa Majesté, qui est prévu. Déjà, des budgets vont être lancés, mais passons cette crise et on va la dépasser, Inch'Allah, dans de bonnes conditions, en dépit de ces pertes. Mais tout est planifié de l'amont jusqu'à l'aval. Et je pense que ceux qui sont sinistrés vont avoir encore de meilleures habitations que ce qu'ils avaient. On leur souhaite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est pénible. Mais encore une fois, et on a bien raison d'en parler,
cette générosité marocaine qui fait partie de nos valeurs, cette communion, cette solidarité individuelle et collective, ces organisations, ce monde associatif qui fait un travail immense, ça il faut saluer, c'est ça le Maroc. En fait, le travail associatif ne remplace pas finalement le travail de l'État, c'est-à-dire que c'est un travail complémentaire. Complémentaire, même la constitution marocaine donne des attributions au monde associatif. Les ONG figurent bien dans la constitution marocaine, ce qu'on appelle les ONG dédiées. Et dans la gestion de crise, il y a un travail inclusif qui sont faits par les comités régionaux et provinciaux où la société civile est associée à ce travail parce qu'il y en a qui savent très bien faire. Très bien. Alors, peut-être juste une petite question, professeur Noussaïl, vous avez tout à l'heure acquiescé. D'ailleurs, nous allons consacrer tous les épisodes de cette semaine aux différents aspects de la gestion de cette crise inédite, de cette catastrophe inédite que nous venons de vivre. Vous avez parlé d'accompagnement psychologique aussi, de l'importance de l'accompagnement psychologique dans ce genre de catastrophe. Parce qu'il y a, vous savez, dans une catastrophe, l'effet surprise et tout ça, ça engendre des dépressions et des séquelles par la suite. C'est ce qu'on appelle le traumatisme, la dépression post-traumatique. Et ça, c'est des choses qu'il faut gérer sur le plan médical, avec un soutien, et tout ça. C'est pour ça l'intérêt des cellules psychomédicales dans la catastrophe. Elles ont leur place, elles ont leur apport qui est capital et très important. D'accord, ils gèrent tout ça, autant pour les enfants que pour les autres victimes adultes et tout ça. Tout le monde a besoin d'un soutien psychologique dans la catastrophe. Les secouristes, même les forces de l'ordre ont besoin d'appui. Oui, les forces de l'ordre ont besoin. Je vous disais tout à l'heure, quand on envoie des équipes sur place, il y a toute une gestion logistique qui est derrière. Il faut leur assurer leur subsistance, exactement. Il faut leur assurer leur relais, il faut assurer leur relève, il faut leur apporter ce dont ils ont besoin en termes de matériel, en termes de tout ce qu'il faut. Donc il faut qu'ils sentent qu'eux aussi ils sont sur le front, ils travaillent aussi. et qu'ils ont un soutien derrière. Il y a un soutien qui les suit, qui les alimente, qui leur apporte tout le nécessaire qu'il faut. En parlant de solidarité, on a parlé de solidarité avec la collecte de dons en matière nécessaire pour ces populations qui ont tout perdu, rappelons-le, bien sûr en dons financiers aussi. Et il y a eu aussi, c'était la première action vraiment entreprise par nos Marocains, et on l'a vu dans les centres de transfusion sanguine, le don de sang, oui, au lendemain matin. Ici, par exemple, moi, je vous donne l'exemple de notre structure à Casablanca, l'hôpital Cheikh Khalifa et l'hôpital universitaire Mohamed VI de Bouskoura. On a été débordé de monde. On fait dans les 1500, 1600 jours de prélèvement de dons de sang. Et la queue, elle est là toute la journée. Et les gens, ils sont là avec un grand cœur. Ils ont envie de donner. C'est un moyen de participer. C'est un moyen de dire que nous soutenons nos frères qui sont victimes de ce séisme et tout ça. Nous leur apportons ce qu'on puisse apporter de notre part. Là, c'est pour ça. Il y a aussi cette solidarité des artistes, des sportifs et de notre diaspora qu'il faut saluer, parce qu'il y a eu un engouement pour l'aide aux sinistrés qu'on n'a pas vu auparavant. Et ça, c'est très important. Et c'est ça la résilience sociétale, c'est ça la résilience de ce peuple et de ce pays, dont la solidarité est un ciment qui permet tout ce qu'on voit comme stabilité, comme tranquillité dans ces pays, en dépit évidemment de ces catastrophes qui sont naturelles et qu'on va surmonter, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Vous avez parlé tout à l'heure de cette action, l'action bien sûr solidaire, l'action des citoyennes, des citoyennes et des citoyens. Il y a aussi, je le rappelle encore une fois, de ce compte spécial qui a été prévu sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ce compte qui devrait récolter les dons, bien sûr, financiers des citoyens marocains, mais aussi de la diaspora ou des étrangers. Donc, vous avez là les coordonnées bancaires. Si vous avez envie de donner,
Enfin, je veux dire, tout don est le bienvenu. Tout don va servir à ces populations, à les loger, à les nourrir. Rappelons aussi qu'à l'issue de la réunion interministérielle, réunion de ce comité interministériel qui a été aussi créé sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un comité dont on va résumer rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Les outcomes essentiels, c'est d'abord des indemnités qui seront débloquées pour les populations sinistrées, donc des aides financières, mais aussi rappeler quelques chiffres malheureux, parce qu'il y a urgence, il y a 500 écoles et 50 internats qui ont été touchés, sans parler des dispensaires, donc l'urgence est un peu partout, c'est de venir en aide à ces populations, mais en parallèle aussi, c'est d'essayer de reconstruire ou de remettre les choses dans leur état normal, même si vraiment je mets normal entre guillemets, ce qui est très difficile de revenir, mais on y croit et on reste debout. Un dernier mot, je vous laisse la parole, Slouazine, présidente de l'association Al Baraka Angels. On m'informe que la présidente de l'association Joud a eu un problème de connexion, donc elle n'est plus avec nous. Slouazine, un dernier message. Oui, notre action commence demain et je pense qu'elle va durer quelques semaines parce qu'il y a plusieurs régions qui ont besoin de nous. Je demande aux gens de continuer à nous soutenir ou à soutenir les associations, notamment à offrir des vêtements chauds pour enfants parce qu'il commence à faire frais dans les montagnes et on ne sait pas quand est-ce que ces gens vont être relogés. Donc il faudrait y penser aussi. Pas que des denrées alimentaires, mais aussi du vestimentaire chaud. Exact. Merci pour ce message. Il suffit de faire les tris dans les placards. Je voudrais repasser un autre message aussi. Bien sûr. Je voudrais que tous les Marocains mettent la main à la poche pour reconstruire ces maisons et ces écoles surtout. Si chaque Marocain donne 50 ou 100 dirhams, on pourra faire des miracles. L'État ne peut pas tout gérer. Nous, société civile, avons besoin de soutenir nos concitoyens. Absolument. Nous allons diffuser les coordonnées bancaires de ce compte spécial qui a été créé entre la Banque centrale, donc Banque El Maghreb, et la Trésorerie générale du Royaume. Vous pouvez aussi contribuer, si vous n'avez pas le temps de rentrer toutes ces coordonnées bancaires, d'aller sur le site de la Trésorerie générale du Royaume et vous pouvez faire votre don à travers votre carte bancaire et ça marche, croyez-moi. Et d'ailleurs, quelques banques ne prennent plus de commission, c'est à applaudir quand même, parce qu'au début c'était le cas, mais ça coûte 0 dirham et tout don est le bienvenu, comme le disait Slouazine, même 50 dirhams, 100 dirhams, ce que vous pouvez donner, donnez-le. Ils ont besoin de nous. Colonel Saïd, un dernier mot. Un dernier mot à l'endroit de nos concitoyens. Je fais appel à leur patriotisme. L'heure est à la communion. L'heure est à la solidarité. Il y aura un temps pour l'évaluation et pour le retour d'expérience. Un appel à une certaine presse étrangère. Respectez le deuil de ce pays. Oui, respectez les victimes, surtout. Un dernier mot, professeur Nossair. Moi, de mon côté, je voudrais rendre hommage à toute personne intervenant dans la gestion de cette catastrophe, que ça soit de loin ou de près, toute contribution, on leur rend hommage. C'est fait avec un patriotisme, un nationalisme, un humanisme. Il se voit sur tout le monde, tout intervenant dans ce sens, que ça soit gouvernemental ou ONG, tout le monde intervient. J'en profite pour rendre hommage à notre équipe de l'hôpital Cheikh Khalifa et de la fondation Mohammed VI des soins, de la santé et des sciences, qui sont sur place. Nous avons une équipe d'urgentistes et une équipe médico-chirurgicale à l'hôpital de Tahinnaout. Ils font un travail extraordinaire. Je leur rends hommage et je rends hommage à toutes les autres équipes médicales qui sont avec eux et à tous les intervenants dans cette catastrophe. Et un hommage aussi à la résiliation des populations, qui acceptent ce qui leur arrive. Cette foi inébranlable, cette foi qu'on ne peut même pas décrire, que les mots ne pourraient décrire ni définir. Et bien évidemment, encore une fois, nous réitérons nos condoléances aux familles des victimes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci de nous avoir suivis.